Chapitre 98. L'école publique, cheval de Troie maçonnique, suite. Finalement, cette nouvelle discipline prônée par le ministre Péillon s'appela enseignement moral et civique. Et l'enseignement de l'EMC ne débuta qu'à la rentrée 2015 sous l'égide d'un nouveau ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, de sinistre mémoire, à qui l'on doit la relégation du grec et du latin au fond des EPI, enseignement pratique interdisciplinaire et l'attribution de 36 heures annuelles d'EMC en primaire et au collège et de 18 heures annuelles au lycée. L'objectif affiché de l'EMC est d'associer dans un même mouvement la formation du futur citoyen et la formation de sa raison critique. Quant à son programme, il est bien précisé. Connaissance de la République, appropriation de ses valeurs, respect des règles, de l'autre, de ses droits. Ainsi, l'éducation nationale se charge de transmettre aux futurs citoyens des compétences et des éléments culturels caractéristiques du monde dans lequel les élèves sont plongés. Compétences et éléments culturels qui, selon nous gouvernants, seront utiles pour leur adaptation à ce monde. Mais utiles à qui? Aux enfants qui sont les adultes de demain, ou bien au monde qui court à sa perte et qui a besoin que tous les citoyens adhèrent à son projet d'autodestruction pour en faire ses complices ou ses esclaves. Il est facile d'en juger. L'éducation nationale enseigne à nos enfants qu'ils doivent considérer que le monde absurde dans lequel ils vont devoir grandir et vivre n'est pas parfait, mais demeure néanmoins ce qu'il y a de mieux dans l'histoire humaine. Ce qui est contestable, historiquement faux et totalement aberrant quand on regarde le degré de détresse qui habite tant d'hommes de notre temps. Les chiffres sont sans appel. 1 Français sur 5 a consommé des anxiolytiques au cours de l'année. 1 sur 10 consomme quotidiennement de l'alcool et 1 sur 16 déclare consommer des stupéfiants. Ce pourcentage élevé de gens qui éprouvent le besoin de s'étourdir ne témoigne pas en faveur du système promu par l'éducation nationale. De plus, la Révolution française n'a pas apporté l'instruction au peuple de France. C'est une mystification honteuse que de propager de telles inepties. François Brignot le démontre aisément dans son excellent ouvrage « Jules l'imposteur ». La monarchie, quoi qu'en disent les Jules, Michelet, Simon, Ferry et les autres, était loin d'être une monarchie d'ignorants. Serge Jeanneret fait à ce propos une remarque qui paraît fort juste. Nous nous garderons de conclure que l'organisation des écoles de l'ancienne France était parvenue à un degré de perfection inimitable. Mais si l'on songe que sur 30 000 cahiers de doléances aux États généraux, on en trouve 300 qui s'occupent de l'enseignement, il faut croire que les autres paroisses disposaient d'écoles et de maîtres en quantité raisonnable. Sur cette quantité, un des papes de la laïque, le calviniste franc-maçon M. Ferdinand Buisson lui-même, apporte sa caution républicaine à M. Jeanneret. Avant 1789, la France comptait un assez grand nombre de petites écoles. C'est un fait bien établi. Taine estimait à 47% le nombre d'illettrés sous Louis XVI. Ce nombre était monté à 63% en 1860. L'instruction, était pratiquement gratuite partout pour les pauvres. Ce fait, c'est encore un orfèvre qui l'atteste, Jules Simon en personne. Sous le régime qui a précédé 1789, la gratuité de l'enseignement du peuple était établie sur des bases assez larges, mais c'était à titre d'aumône. Les fondations, qui avaient pour but dans l'Église catholique de distribuer l'enseignement, se faisaient un devoir de le distribuer gratuitement. L'enseignement national laisse aussi penser que la science et la religion sont incompatibles. Insinuation des plus ridicules, puisqu'elles étudient toutes les deux la vérité. Ces calomnies, elles aussi, viennent des loges maçonniques. Paul Bert, autre ministre franc-maçon de l'instruction publique,
déclara péremptoirement en 1881 : « Personne ne me démentira quand j'affirmerai que l'enseignement religieux devient aisément et quasi fatalement l'école de l'imbécilité, l'école du fanatisme, l'école de l'antipatriotisme et de l'immoralité. Nous avons bien fait de le chasser de l'école. Il est absolument contradictoire sur tous les points avec l'enseignement scientifique, l'enseignement civil, dont nous avons la charge et la responsabilité. Les religions n'ont pas qualité pour parler de morale, car elles reposent sur des bases fausses, sur des hypothèses injustifiables, sur des conceptions erronées de la nature de l'homme, de son rôle dans la société et dans le monde physique. Enfin, l'éducation nationale véhicule des mythes, tant dans le domaine de l'histoire que dans celui de la science des origines de la vie et des espèces. Quoi d'étonnant quand on entend un ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, déclarer : « Ce qui a fait la France, c'est la Déclaration des droits de l'homme. » Or, ce qui a fait la France, ce sont les rois de France, et ce qui l'a détruite, c'est précisément la Déclaration des droits de l'homme. La France n'est pas sortie du néant le jour de la Déclaration des droits de l'homme. Elle a une histoire intimement liée à l'histoire de l'Église catholique. N'en déplaise aux pourvoyeurs de cette nauséabonde morale laïque qui enseigne aux enfants qu'un couple contre nature a le droit d'être autant respecté qu'un couple marié devant Dieu. Selon les directives du ministère qui expliquent aux recteurs d'académie que le gouvernement s'est engagé à s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment par le biais d'une éducation au respect de la diversité des orientations sexuelles. La lutte contre l'homophobie en milieu scolaire, public comme privé, doit compter au rang de vos priorités. J'attire à ce titre votre attention sur la mise en œuvre d'actions gouvernementales contre les violences et les discriminations commises à raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. Je souhaite que vous accompagniez et favorisiez les interventions en milieu scolaire des associations qui luttent contre les préjugés homophobes, dès lors que la qualité et la valeur ajoutée, pédagogique, de leur action peuvent être établies. Je vous invite également à relayer avec la plus grande énergie, au début de l'année, la campagne de communication relative à la ligne Azur, ligne d'écoute pour les jeunes en questionnement à l'égard de leur orientation ou de leur identité sexuelle. Car la lutte contre le racisme et l'homophobie fait partie des valeurs et des lois de la République que l'éducation nationale transmet aux élèves. Ce qu'a fait la Déclaration des droits de l'homme, c'est la République maçonnique française et rien d'autre. Elle l'a fait sur les ruines de la France pour détruire l'Église. Et il ne s'agissait pas de libérer les peuples pour en faire un peuple souverain. Il s'agissait de les asservir au diable. La ruse la plus grossière et la plus insultante pour nos intelligences avait été de vouloir nous laisser croire que c'était par la volonté du peuple souverain que les décisions étaient prises. Mais il faut garder en mémoire les mots si symptomatiques que M. Lepelletier de Saint-Fargeau avait prononcés au tout début de la Révolution française : « Messieurs, représentons le peuple si nous ne voulons pas qu'il se représente lui-même. » La Déclaration des droits de l'homme a tué la France, et depuis, elle est entrée en putréfaction. Depuis, tout en elle pourrit, et nos pseudo-élites voudraient nous voir admirer cette pourriture, la chérir et la désirer, à l'image des vers de Charles Baudelaire que la République inflige à nos collégiens. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple, à Dame Nature, tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient
de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Extrait d'une charogne des fleurs du mal de Charles Baudelaire.